Bonsoir, le journal de la rédaction, nouvelle édition ce 30 septembre, le tour de l'actualité locale comme chaque soir en direct à 18h. Et dans l'actualité, une forte mobilisation nationale des pharmaciens. Aujourd'hui, ils contestent la réforme des professions réglementées. On ne comptait qu'une quinzaine d'officines ouvertes dans les Yvelines ce mardi. L'État a redéfini ses zones géographiques prioritaires, des zones pour lesquelles des moyens supplémentaires sont alloués, un redécoupage qui agace le maire communiste de la Verrière. Nous verrons les conséquences pour sa ville. Invité Thierry Cazes, directeur du développement économique de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Avec lui, nous parlerons de l'immobilier d'entreprise à Saint-Quentin en Yvelines. Le territoire est-il toujours attractif ? De nombreuses personnalités de la boxe française et saint-quentinoise ont tenu à lui rendre hommage une dernière fois. Ce matin, les obsèques d'Antoine Farrugia avaient lieu à l'église Saint-Médard à Elancourt. L'entraîneur emblématique du boxing club d'Elancourt-Saint-Quentin s'est éteint mardi dernier des suites d'un long combat face à 3 cancers. Antoine Farrugia avait 70 ans. Les pharmaciens se mobilisent contre le projet de réforme du gouvernement et ils descendent dans la rue. La majorité des officines du département, je vous le disais, ont suivi ce mouvement de grève nationale. Ils sont restés porte close. Rencontre avec quelques blouses blanches avant leur départ pour Paris ce matin. Yolène Thorez, Patrick Jacques de Dixmude. Rideaux fermés et affiches placardées sur les vitrines. Ce mardi, environ 95% des pharmaciens yvelinois ont suivi le mouvement de grève nationale. À la gare de Montigny-le-Bretonneux, ce matin, quelques blouses blanches ont pris la direction de Paris. Avec leurs collègues, ils sont descendus dans la rue pour protester contre 2 mesures projet du gouvernement. La première, autoriser la vente de médicaments accessibles sans ordonnance dans les grandes surfaces. Ça peut engendrer des personnes qui ne savent pas comment utiliser le Doliprane, par exemple, parce que ça peut être dangereux. Ils ne peuvent pas poser de questions, donc ils vont l'utiliser comme par eux-mêmes, quoi. Et puis voilà, pareil pour le reste, ibuprofène, ou s'ils ont un rhume, ils ne savent pas savoir s'ils ont une toux grasse, une toux sèche, voilà. Toutes les questions que nous, on peut répondre. Du côté des consommateurs, les avis sont partagés. Je préfère aller en pharmacie, moi. Alors pourquoi ? Parce qu'ils apportent des conseils et je préfère avoir affaire à des vrais professionnels. Voilà. Je fais quand même confiance au magasin, au pharmacien qui est un conseil quand même. Sauf les trucs, par exemple de l'aspirine, du Doliprane, des choses comme ça. Si le supermarché est équipé d'un pharmacien, je ne vois pas de différence. Faut limiter pas le nombre de pharmacies, mais le nombre de médicaments à prendre, voilà, c'est tout. Autre réforme voulue par le gouvernement, ouvrir le capital des officines à des actionnaires non pharmaciens. Une réforme qui, là aussi, soulève l'inquiétude des professionnels. Les investisseurs, forcément, seraient investis dans des grandes régions, mais en fait, on aurait une déperdition des pharmacies en zone rurale et du coup, ce serait catastrophique pour justement le service de santé publique. Résultat, des pharmacies pourraient bien voir leurs portes closes, cette fois-ci définitivement. 4000 seraient menacés de fermeture immédiate et donc à travers ces 4000 pharmacies, c'est 4000 chômeurs et d'autres suivraient forcément puisque après en fait on pourrait pas continuer d'exister. En ce jour de grève nationale, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France avait tout de même réquisitionné 15 officines dans les Yvelines. Et les pharmaciens n'étaient pas les seuls mobilisés. En ce mardi, les professions libérales dans leur ensemble étaient dans la rue. Médecins, infirmiers, huissiers, notaires, avocats, greffiers des tribunaux de commerce, architectes, géomètres et autres professionnels du logement sous la même bannière. Revendication commune, ne pas toucher au secteur réglementé. Pour les notaires, on retiendra également qu'ils veulent conserver leurs tarifs proportionnels au montant des transactions immobilières, qu'ils refusent la libéralisation des conditions d'installation et qu'ils veulent conserver le monopole sur la rédaction et l'authentification des actes. Un mouvement sans précédent. Le gouvernement évoque des solutions concertées dans les prochaines semaines. Que pensez-vous en tout cas de cet important mouvement ? Les professions libérales ont-elles raison de se mobiliser d'une telle manière ? C'est notre question du jour. Tout à fait, parce que c'est pas normal que Leclerc, par exemple, veuille vendre des médicaments et tout ça. Il faut que les pharmacies restent des pharmaciens, quoi. Je crois que tout le monde a le droit de se défendre dans la vie. Et si c'est pour garder leur pouvoir d'achat, pourquoi pas. En France, apparemment, ce qui marche bien, c'est de descendre dans la rue et puis de bloquer la marche de l'État. Ils ont raison, faut pas que... C'est bien gentil, ils ne demandent pas d'augmentation, mais ils n'ont pas envie qu'on leur tape dessus et surtout qu'on leur retire les conditions de travail. Je pense que s'ils ont des choses effectivement à défendre,
et puis notre sécurité aussi. Donc je pense que oui, c'est une bonne chose. Je devais faire une prise de sang ce matin, j'ai pas pu, j'irai demain. Le gouvernement a dévoilé en juin dernier sa nouvelle carte des quartiers prioritaires. Ces zones qui bénéficient d'aides financières de l'État seront réduites d'ici à 2015. Parmi les perdants, les écartés du dispositif, figure un quartier à la Verrière, le quartier Orly Park. Le maire a donc lancé une pétition pour inverser cette tendance. Yolène Thérèse et Elodie Moine. Faisons que la Verrière reste une priorité de l'État, c'est devenu le leitmotiv de la commune. Depuis plus de 30 ans, les quartiers HLM du Bois de l'Étang et d'Orly Park bénéficient d'aides financières de l'État en tant que quartier prioritaire. Mais dès 2015, le quartier d'Orly Park pourrait bien être écarté de ce dispositif. Plusieurs conséquences sont à prévoir, dont l'une des plus importantes, la baisse des effectifs d'enseignants dans les classes. Aujourd'hui, dans toutes nos écoles de la ville, nous avons des effectifs à moins de 25 enfants par classe. Et donc, il n'y a plus qu'au Bois de l'Étang que cette règle serait appliquée. Mais sur les deux autres groupes scolaires, c'est-à-dire l'école régionale et l'école du parc, nous retrouverions des effectifs de 32-33 enfants. Actuellement, un peu plus de 2400 quartiers sont en géographie dite prioritaire. Dès 2015, il n'en resterait plus que 1300. En voulant se concentrer sur les quartiers les plus pauvres, l'État a modifié ses critères et n'en a retenu qu'un seul, le revenu par habitant. Inquiet, le maire est allé plaider auprès du gouvernement pour une prise en compte des particularités de sa commune. Il est vrai que le revenu moyen, médian du moins à Orly Park est un peu supérieur. Nous avons expliqué à l'État que quand on cumule les revenus des habitants d'Orly Park et du Bois de l'Étang, nous sommes inférieurs aux critères. Nous avons expliqué qu'il faut prendre en compte la dimension globale de notre ville. En plus, nous sommes une toute petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde fréquente les mêmes activités. Et donc l'échelle de la ville, la dimension de la ville compte beaucoup. Le gouvernement devrait statuer au mois d'octobre. En attendant, les travaux continuent. Au Bois de l'Étang, par exemple, ces espaces de jeux refaits il y a 3-4 ans, ces 80 logements en cours de réalisation ou encore la rénovation de ce gymnase sont autant de projets rendus possibles par le dispositif. Élus du département, communautés religieuses étaient rassemblées ce lundi soir à Versailles pour soutenir les chrétiens d'Orient à l'invitation de la députée UMP yvelinoise Valérie Pécresse, co-présidente du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient, un soutien qui intervient le jour même de l'audition par le groupe d'études parlementaires de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères Catherine Zulato et William L. Une photo de famille sur les marches de la mairie de Versailles rassemblait ce lundi soir des élus du département, mais aussi les membres de différentes communautés religieuses pour apporter leur soutien aux chrétiens d'Orient persécutés en Irak et répondre à l'appel de la députée yvelinoise Valérie Pécresse qui souhaite, dit-elle, faire un pont humanitaire. Faire un appel humanitaire à la solidarité des Yvelinois. Cet appel, j'ai demandé à tous les parlementaires du groupe sur les chrétiens d'Orient que j'anime à l'Assemblée nationale de le relayer dans leur département. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un appel yvelinois, mais il y a 100 appels aujourd'hui qui sont lancés dans tous les départements de France. L'idée, c'est de collecter des dons, de les envoyer à des associations qui ont pignon sur rue, l'Œuvre d'Orient, la Croix-Rouge, le Secours catholique. Une cellule d'accueil des chrétiens d'Orient a été mise en place au ministère des Affaires étrangères. La députée espère également que les élus feront des propositions pour recevoir ces populations. Actuellement, en France, une centaine seraient présents. Valérie Pécresse a reçu dans son appel le soutien des différentes communautés religieuses, catholiques, protestantes, mais également musulmanes et juives. Il faut se souvenir qu'à Évian, en 1938, il y avait une conférence internationale et que parce qu'on prévoyait à peu près, on ressentait les choses qui allaient arriver. Je crois comme aujourd'hui en Irak et au Moyen-Orient, aujourd'hui on les a entendus, on a entendu les chrétiens d'Orient et toutes les minorités. Et je crois que grâce à la réunion, grâce à Madame Pécresse, eh bien, écoutez, peut-être que cette fois-ci, au moins les choses se dérouleront mieux. Le premier devoir dans la foi est la foi dans le devoir. À partir du moment où une entité, quelle que soit, est menacée, il est clair que par conviction, le musulman va se déterminer. C'est l'éclairage de sa foi. Ce qui est juste, ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Nous devons dénoncer le mal ou l'injustice là où elle est. C'est un sujet qui nous intéresse tous et qui nous concerne tous, parce que la liberté religieuse, la liberté tout simplement de vivre sur la terre, le pays sur lequel on habite depuis des millénaires, depuis des années, peu importe, cette liberté fondamentale, nous avons le devoir et le désir de la sauvegarder.
L'Église catholique recevra d'ailleurs le 23 novembre prochain en la cathédrale Saint-Louis de Versailles des chrétiens d'Orient pour écouter et partager leurs témoignages. Et puis juste un mot de politique pour vous dire que cet après-midi, Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, a été désigné candidat de l'UMP pour la présidence du Sénat, un poste qu'il avait auparavant déjà occupé. Élection devant l'ensemble des sénateurs, ce sera demain, mercredi après-midi. Nous allons parler d'un tout autre sujet à présent, nous allons parler immobilier d'entreprise, un secteur qui semble ne pas connaître la crise, si l'on en croit les chiffres. Près de 13 milliards d'euros ont été investis en immobilier d'entreprise en France sur les 8 premiers mois de l'année, contre 8 sur la même période l'an dernier. Bonsoir Thierry Cazes. Bonsoir. Vous êtes le directeur du développement économique de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui sur l'agglomération, même constat que sur le reste de la France. L'immobilier d'entreprise se porte plutôt bien, les entreprises investissent des locaux. Les entreprises, oui, investissent des locaux. Et ce qui est important, effectivement, c'est de voir arriver des entreprises. L'indicateur, c'est l'arrivée des entreprises, l'arrivée des salariés. Pour ça, il faut être sûr que le territoire puisse offrir des locaux adaptés et permettre donc l'accueil de ces entreprises. Et c'est là tout votre travail dont nous allons parler. Déjà ce matin, vous avez tenu une conférence de presse pour faire un premier bilan de ces derniers mois, puis parler des grands projets également pour l'agglomération. On regarde ce reportage ensemble de Florane Parfait, qui était présente ce matin, et puis on en parle juste après. Comme un symbole de l'attractivité de l'agglomération, le bâtiment Star Center à Montigny-le-Bretonneux, siège social de Mercedes-Benz depuis à peine un an. Avec 9300 établissements économiques et 3,8 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise, le bilan du territoire est positif. Nous avons vraiment développé les services aux salariés, les restaurants d'entreprise, les crèches interentreprises, les hôtels également, qui est une particularité importante pour les entreprises. Si le parc immobilier a subi la crise économique, l'agglomération de Saint-Quentin a su stabiliser sa croissance. Elle a atteint en 2013 le palier du million de mètres carrés après une forte diminution en 2009. Depuis une dizaine d'années, le territoire mise sur la construction et la restructuration. C'est beaucoup par le renouvellement immobilier, donc démolition, reconstruction, que l'offre immobilière sur Saint-Quentin va continuer à être produite. Et bien sûr, il y a pour une part marginale de l'ordre de 10 à 20%. De l'immobilier neuf sur des terrains aujourd'hui vierges disponibles, mais cette offre sur de l'immobilier disponible encore non construit, elle se réduit puisque aujourd'hui le territoire se continue à s'aménager, se restructurer. De grands projets sont prévus sur l'agglomération comme l'extension du campus du Crédit Agricole de 20 000 m² d'ici 2016, l'arrivée de l'entreprise Safran dans quelques mois ou les 55 000 m² de bureaux neufs du parc Garden West, des paris d'envergure mais calculés. Globalement, Saint-Quentin est plutôt une zone dans laquelle il y a une adéquation qui est assez réaliste entre les projets et la demande. Donc on peut se dire que globalement, il n'y a pas de suroffre à craindre, où il n'y a pas de décalage important entre l'offre et la demande, y compris à horizon 2030. Avec Vélizy, le pôle de Saint-Quentin est celui qui a le mieux résisté. Les Yvelines concentrent 9% du parc de bureaux de l'Île-de-France. Et Thierry Cazes, invité donc du journal de ce mardi. On va reposer peut-être un petit peu les bases aussi sur ce secteur. L'immobilier d'entreprise à Saint-Quentin en Yvelines, ça représente quoi? On a entendu dans les Yvelines, ça pèse 9% du parc. Oui, ça représente surtout plus de 100 000 emplois. Et donc c'est de l'immobilier qui permet d'accueillir des entreprises industrielles, des entreprises de services, un peu de logistique et des entreprises qui sont dans le service, dans le tertiaire. Donc c'est des bureaux, des entrepôts, de l'activité, du mixte. C'est donc un territoire qui se développe et qui se poursuit pour pouvoir accueillir des entreprises de toutes sortes et de toutes natures. Et faire de Saint-Quentin en Yvelines le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, c'est là tout l'enjeu. On y travaille. C'est là tout l'enjeu. De rester à un bon niveau d'accueil d'entreprise. C'est un pôle qui est porté sur l'ensemble du territoire saint-quentinois, ou est-ce qu'il y a des secteurs, des villes, Montigny par exemple, ou Guyancourt, qui vampirisent un peu l'attractivité? Non, ça se développe. On voit bien que les entreprises sont à peu près sur l'ensemble du territoire. On présentait ce matin les 4 grands pôles économiques du territoire. À l'ouest, le pôle qui se situe sur la structuration du corridor ferroviaire, le pôle Skies Université, bien sûr, le plus gros, le plus connu, là où il y a le plus d'entreprises, mais il y a aussi le secteur est, où on retrouve le Technocentre Renault, et puis tout un tas d'autres entreprises dans des parcs d'affaires. Donc c'est un territoire qui est relativement équilibré par rapport à ce que les aux 7 entreprises communes. s'implantent partout sur les 7 communes.
On y veille, disons qu'on fait en sorte qu'il y ait du développement immobilier adapté à une demande. Il y a des entreprises qui cherchent plus le parc d'affaires ou qui cherchent avoir plus d'espace. À ce moment-là, ça va être peut-être moins près d'une gare. Et donc, de répondre, l'enjeu, c'est surtout de répondre à ce que cherchent les entreprises et à la demande des entreprises. On peut aiguiller un petit peu, et bien sûr, on aiguille un petit peu à travers les projets d'aménagement, mais l'enjeu, c'est surtout de répondre à ce que souhaitent les entreprises. Alors, pas de manière complètement débridée, il ne s'agit pas d'urbaniser des secteurs qui ne sont pas urbanisables, etc. Il faut tout repenser, les infrastructures, il faut tout penser lorsqu'on pense immobilier d'entreprise. Bien sûr, donc on a un territoire qui quand même se construit depuis 40 ans maintenant, donc il y a déjà des grands enjeux qui sont posés en termes d'infrastructures, de voirie, de transport et d'accès des différents sites immobiliers tels qu'ils existent aujourd'hui. Vous parlez des demandes des entreprises, justement. Est-ce que ces entreprises ont des demandes différentes d'il y a 40 ans ? Oui, les entreprises ont évolué puisqu'aujourd'hui, les grands groupes ne sont plus propriétaires de leur immobilier, donc ils sont dans du locatif. Donc les propriétaires, ce sont des investisseurs institutionnels, des fonds, des assurances, des foncières qui attendent des rendements de leur immobilier. Donc on a les propriétaires qui sont ces grands fonds, il y a les utilisateurs qui sont les entreprises, ceux avec lesquels on travaille le plus, parce que c'est ça qui est important, in fine, et puis tous les conseils, les structures de conseil qui accompagnent les entreprises pour les conseiller sur telle ou telle localisation, pour la prise de leurs baux locatifs, etc. L'ensemble du parc locatif d'entreprises, immobilier d'entreprises, trouve preneur. On voit souvent des pancartes avec marqué alloué, bureau d'entreprise. Vous ne devez pas forcément apprécier de voir ces panneaux-là. Quand ils sont pas organisés, non. Quand il y a un peu, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que c'est un territoire quand même qui tourne et qui est dynamique. Globalement, la vacance immobilière sur Saint-Quentin, elle est de 7 à 8%. Si on compare par rapport au reste du département ou de la France ? C'est la moyenne nationale. C'est pas mal puisque ça permet d'avoir un peu de fluidité. Bien sûr, on travaille à ne pas en avoir trop. Il y en avait d'ailleurs un peu plus il y a quelques années. Il y a 3-4 ans, on était arrivé à presque 10%. Donc il y a des opérations de renouvellement, démolition, reconstruction qui ont été menées. Il y a des très belles arrivées comme Safran qui va utiliser 42 000 m² sur un site qui était vide depuis quelques années. Donc on a aussi heureusement des entreprises qui occupent des bâtiments disponibles aujourd'hui et qui font que cette vacance n'est pas trop élevée et qu'elle permet au contraire une rotation et d'avoir toujours une offre et une disponibilité. Donc ça ne vous inquiète pas ? Non, encore des bureaux vides. Comment vous intervenez avec l'agglomération de Saint-Quentin pour les convaincre, ces groupes, notamment Safran par exemple ? Ce sont eux qui ont la main sur tout et qui décident, ou au final vous avez quand même des arguments, des cartes à jouer ? Des entreprises comme Safran, si elles arrivent, c'est que parfois qu'elles sont déjà un petit peu là. Safran était déjà un petit peu là, à travers SNECMA, qui était la structure industrielle de rénovation des moteurs. Donc il y a déjà parfois une histoire de l'entreprise dont une filiale est déjà là. Il y a des filières un peu d'excellence sur le territoire, et ces filières, c'est l'aéronautique, l'automobile, la santé, la construction. Donc ces filières, elles créent un écosystème et elles attirent des entreprises de la filière. Et c'est cette dynamique autour des filières qu'on est chargé, moi tout particulièrement au sein de la direction du développement économique de la communauté d'agglomération, de conduire, d'accompagner, de faire vivre et de faire en sorte que ces entreprises qui sont là fassent savoir qu'elles travaillent de manière satisfaisante avec le territoire et qu'elles sont susceptibles de faire venir par des partenariats d'autres entreprises. Pour ceux qui ne sont pas familiers un petit peu de toutes les ficelles que vous pouvez utiliser, concrètement vous leur dites quoi ? Allez, venez à Saint-Quentin-en-Yvelines parce que les routes sont plus sympas, il y a plus de logements, c'est une agglomération verte et bleue. On leur dit un peu tout ça, oui, que les salariés aussi seront bien accueillis, parce que ce qui est important pour une entreprise, c'est de pouvoir loger ses salariés. Donc, le loyer est moins cher, la dimension logement, les logements, les services aux entreprises, les services aux salariés, tout cet écosystème sur Saint-Quentin qui maintenant a une certaine valeur. Mais il y a des taxes spécifiques qui sont perçues par l'agglomération, par exemple, sur les entreprises qui sont implantées. Donc là aussi, c'est un levier à actionner. Concurrentiel. Alors, les taxes sont principalement nationales sur l'immobilier d'entreprise. Les taxes sur les bureaux, la redevance, c'est plutôt des taxes qui sont à l'échelle nationale. Donc le levier sur les taxes est pas considérable. Le levier, il est plutôt sur l'accueil des entreprises sur le territoire, le faire valoir de ce territoire auprès des entreprises et auprès de celles qui voudraient venir pour leur raconter un peu ce territoire, ce qu'elles vont y trouver et quel est l'intérêt pour elles d'intégrer cet écosystème. Renault, Bouygues, Crédit Agricole, Airbus, Sodexo, quelques-uns des grands groupes qui font partie de cet écosystème justement. D'autres groupes vont arriver ? Safran va arriver, Baxter, un laboratoire américain
pharmaceutique va arriver. Par le passé, était implanté notamment à Morpa, donc oui, il n'était pas très loin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a effectivement un phénomène aussi de concentration sur des pôles qui sont maintenant très identifiés. Vous avez parlé de Vélizy et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur les Yvelines, c'est vrai que c'est deux pôles aujourd'hui très très identifiés, des entreprises, des investisseurs en immobilier qui mettent donc à disposition ou qui rénovent aussi leur immobilier. Et on accompagne cette rénovation sur le territoire pour faire en sorte que l'offre immobilière reste toujours au niveau, voire se régénère et redevienne une offre neuve. Il y a une concurrence entre Vélizy, par exemple, et Saint-Quentin-en-Yvelines? Oui, il y a une concurrence, mais elle est plutôt saine, c'est complémentaire. Vous êtes forcément aussi, une dernière question, tributaire du marché financier, parce que les entreprises ne se développent pas forcément en période de crise. Ça se ressent dans les chiffres? Il y a des inquiétudes à avoir? Bien sûr, il y a des inquiétudes à avoir en ce moment. Il faut être particulièrement vigilant, il faut faire le maximum pour les entreprises. Maintenant, le levier des territoires, c'est ce que je venais de dire. On n'a pas tous les leviers de l'économie. Par contre, à travers l'offre du territoire et la dynamique d'un territoire, on a capacité à faire prendre un choix d'une entreprise qui va s'installer à un endroit ou à un autre. Et puis les entreprises ont besoin de temps en temps d'arbitrer sur leur localisation. Et en ce moment, il y a beaucoup aussi d'arbitrage sur les repositionnements, l'optimisation aussi de leur immobilier. Pour une entreprise, l'immobilier, c'est le deuxième poste après la masse salariale. Donc c'est quelque chose quand même d'important que les entreprises regardent de près. Et les niveaux locatifs et le rapport entre le niveau locatif et la qualité du territoire, sur 50 ans, on ne se débrouille pas trop mal entre la synergie entre ces deux paramètres. Et ce sera votre conclusion. Merci Thierry Cazes d'être venu nous parler ce soir donc de l'immobilier d'entreprise pour avoir apporté ces différentes précisions pour ceux qui ne connaissent pas forcément toutes les ficelles et tous les enjeux qui se trouvent derrière. Merci à vous. On va changer d'univers pour la fin de ce journal loisir. Enchaînement de figures samedi dernier à Manille-les-Hameaux, du board slide au 3-6 flip, une compétition de skateboard. J'ai presque le sentiment de m'y connaître, où le spectacle était de mise, découverte de la discipline en tout cas avec Claire Cambier qui paraît plus calée que moi. Allez, c'est reparti hein. Et c'est parti pour 2 minutes de show. L'enjeu pour François, réaliser la meilleure performance pour se qualifier en finale. Samedi dernier, à Manille-les-Hameaux, l'association Les Enfants de Sky organisait une compétition de skateboard. Parmi les critères, le style, la technicité, la nature des figures, les tricks et la rapidité d'exécution. François ne s'en est pas trop mal tiré, sa botte secrète, l'improvisation. J'avais pas prévu grand chose, justement je suis allé un peu au culot, du coup ça se passe mieux en fait, pas de pression, c'est comme ça quoi. Pour pimenter les choses, les Goofy affrontent les régulars, entendez par là pied droit devant contre pied gauche. Allez les régulars! Dans le camp opposé, on compte Sarah, la seule fille de la compétition. Je vais dire que les Goofy sont meilleurs parce que je suis Goofy, donc, mais sinon, à vrai dire, non, je pense pas qu'il y a vraiment de différence, quoi. Enfin, le skatepark a été aménagé autant pour les Goofy que les régulars, donc finalement, ça passe aussi bien quand on est l'un ou l'autre, quoi. C'est finalement les régulars qui finissent sur le podium. François est le grand gagnant. À la seconde place, Georges. La catégorie moins de 18 ans permettait aux plus jeunes d'avoir leur chance, mais cet événement était surtout le moyen de valoriser le lieu et de réunir des passionnés de toute la France, avec le petit espoir de développer l'activité dans les environs. Si l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines peuvent nous débloquer des fonds pour faire un skatepark, là on pourrait faire quelque chose de plus grand. Voilà, je pense notamment aussi au Vélodrome qui a ouvert ses portes et donc c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir quelque chose de fermé et quelque chose qui pourrait apporter encore plus de monde, quelque chose de couvert, donc avec un aspect aussi sécurité pour les personnes. Les enfants de Sky envisagent à terme de proposer des cours, avis aux amateurs. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient demain mercredi, mêmes horaires. Excellente soirée sur TV Fil 78.